Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Sushara de Anselm Oshkorn et Emmanuelle Chastelière paru chez Scrinéo. On continuera ensuite avec Scordatura de Florian Turmo paru chez Pulp Fiction et on terminera avec Genesis Alpha de Ron Michaels chez Milan. Allez, on commence tout de suite avec Sushara. C'est un roman qui est paru il y a pas si longtemps, mi-septembre il me semble. Et on est dans un post-apo, en tout cas on nous le vend comme ça. Je trouve qu'on est sur des thématiques un peu différentes du post-apo, mais on est quand même dans quelque chose où la vie a complètement été chamboulée par ce qu'on vit déjà actuellement, hein, le réchauffement climatique, tous ces problèmes-là, et bien d'autres. Et on va suivre Jeanne, qui est une jeune fille qui essaye de survivre tant bien que mal au milieu des débris et des villes détruites. Elle va partir à la recherche de son frère qui est parti 3 ans plus tôt pour Sushara, c'est-à-dire que elle vit en France, son frère vivait en France, il est parti. Il a traversé la Méditerranée et il est parti en Afrique chercher Sushara, cette ville qui promet monts et merveilles à tous les migrants. Alors oui, il y a du post-apo puisqu'on est dans une civilisation complètement détruite, ça c'est clair. Mais on va partir sur la thématique des migrants, sur leurs conditions, sur tous les problèmes qu'ils rencontrent au niveau du voyage qu'ils effectuent. Puisque ce récit est découpé en 2 parties, la première c'est le voyage de Jeanne pour rejoindre Sushara, toute la traversée, toute cette problématique qui se pose aux migrants, c'est-à-dire trouver un passeur, subir les pires horreurs de la part de ces passeurs qui comptent sur la faiblesse des gens, sur leur espoir, sur tout ce qui fait d'eux des personnes désespérées et pour les mettre dans des situations terrifiante, traumatisante. Et la seconde partie, c'est son arrivée à Sushara et la découverte de la ville et toutes les désillusions qui vont apparaître puisque Sushara n'est absolument pas comme elle l'imaginait, comme son frère l'avait décrit dans ses lettres. Non, Sushara est différente. Écoutez, moi j'ai passé un plutôt bon moment. Je dois vous avouer vraiment que j'avais énormément peur de ce livre parce que j'ai eu des expériences un peu différentes avec les auteurs. Emmanuelle Chastelière, je l'avais découvert avec Poussière Fantôme que je n'avais pas forcément aimé. Anselm Oshkorn, je l'ai lu dans Le Journal des Marchands de Rêve qui est très original mais un peu étrange. Et Moitié d'âme, j'avais pas forcément accroché. Donc voilà, j'avais un peu peur. Je m'étais dit l'association des deux, qu'est-ce que ça peut donner? Et franchement, j'ai passé un bon moment parce que la première partie est plutôt terrifiante à lire. Clairement, elle est terrifiante. Toutes les embûches qui vont se poser sur le chemin de Jane, toutes les épreuves qu'elle va devoir subir pour pouvoir arriver jusqu'à Sushara, pour découvrir cette terre promise, c'est tout simplement terrifiant et malheureusement on a beau se dire que c'est de la fiction, on ne peut que faire le rapprochement avec le véritable trajet, la véritable traversée de milliers de personnes, ces migrants qui au bout espèrent quelque chose de différent, qui quittent un pays en guerre où leur vie est mise à rude épreuve chaque jour et on se dit qu'ils vont devoir subir ça pour arriver dans une terre où on va les considérer simplement comme des humains et entre temps mais c'est horrible. Franchement ce qui arrive à Jeanne, à la base elle part avec son meilleur ami et ce qui leur arrive sur la traversée, ça m'a choquée. Clairement ça m'a choquée et je ne pourrais même pas envisager de me lancer là-dedans. Moi-même je suis pas assez courageuse, c'est un truc de fou le courage qu'elle doit développer, cette abnégation de soi. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé pour ça, j'ai bien aimé moi ce personnage, je l'ai pas trouvé agaçant, je sais que j'avais vu des critiques en disant qu'il était agaçante, et ben moi je l'ai aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé la première partie, vraiment, très poignante, très forte, très dure. La seconde partie est clairement différente, puisque on se retrouve à Sushara,
Et Shushara, et ben finalement c'est loin d'être l'Eldorado convoité. C'est une ville refermée, repliée sur elle-même, qui n'accepte que l'élite. Il faut passer des épreuves pour pouvoir l'intégrer. Et tous les pauvres gens qui ne peuvent pas passer l'épreuve ou qui sont rejetés directement sont dans des bidonvilles. Il y a des bidonvilles énormes autour de la ville. Et Jeanne va se retrouver dans ce bidonville et elle va devoir, encore une fois, lutter pour sa survie. Et son but, c'est simplement de découvrir ce qui est arrivé à Adam parce qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis un an. Et elle veut savoir ce qui lui est arrivé. Elle va le découvrir, mais c'est dans cette seconde partie où elle découvre le bidonville, où elle va faire connaissance avec les gens, où elle va peut-être réussir à intégrer Shushara, ça je vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est vraiment deux parties différentes dans ce livre et je les sépare vraiment parce qu'il y a deux ambiances, on va dire. Et moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment avec ce roman. C'est vrai que j'ai lu la fin très tard un soir et elle m'a paru hyper rapide. C'est le gros bémol en fait que j'ai à dire sur ce livre, c'est que la fin est pas forcément étonnante parce qu'on s'attend à un retournement de situation à un moment, ce retournement arrive, il m'a pas surpris parce que depuis le début je m'attendais à quelque chose comme ça. Mais voilà, tous les événements qui se déroulent après sont très rapides. C'est le seul regret que j'ai, il m'aurait manqué un petit peu plus de développement. Mais à part ça, franchement, c'est un roman qui fait réfléchir, qui pose les bases un petit peu d'une réflexion vraiment sur les migrants, sur leurs problématiques, tout ce qui est attrait au voyage et tout ce qui est désillusion finalement à l'arrivée. Bref, moi j'ai passé un bon moment, la couverture est splendide et finalement le mix des deux auteurs a matché pour moi. On continue avec Scordatura, c'est un roman horrifique. Oui, je m'attendais pas à avoir quelque chose qui fasse peur et finalement, c'est quand même un peu flippant, hein. Il y a certains passages qui sont plutôt ardos. On va y suivre une jeune fille, Saomei, qui a 11 ans, qui ne vit que pour le violon. Elle est musicienne dans l'orchestre de son collège. C'est une prodige, elle est absolument fantastique, sauf qu'elle n'a pas le matériel adéquat puisqu'elle joue sur un vieux violon. Ses parents ne sont pas très riches, elle n'a pas de quoi se payer un super beau violon qui pourrait transcender son art. Jusqu'au jour où elle va aller dans la maison de sa grand-mère qui vient de mourir. Et voilà, ses parents la laissent vagabonder dans la maison en disant voilà, vous mettez tout dans un carton, ce que vous voulez garder, et puis tout le reste partira à la poubelle. Donc Saomei parcourt la maison et va découvrir une cachette secrète dans la chambre de sa grand-mère où elle va trouver un violon ébène, magnifique, splendide. Malheureusement, elle ne va pas faire attention à la petite note qui est posée sur le violon et qui dit de ne jamais l'utiliser. Elle va le prendre, elle va commencer à jouer et sa vie va être chamboulée à jamais à cause de ce violon puisque c'est un violon hanté. Elle va commencer à avoir des visions terrifiantes, elle va avoir l'impression qu'on la suit. Bref, une ambiance un petit peu d'Halloween parce que ce livre, je pense, est parfait pour une lecture à cette période de l'année. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que, encore une fois, elle est agrémentée d'illustrations. Quasiment toutes les 2 pages, vous avez une grande illustration comme ça. C'est magnifique, franchement. Vous tournez les pages et vous allez découvrir ces illustrations qui parcourent le récit. Et puis, on a même, plutôt vers la fin, une sorte de journal intime qu'on va parcourir avec des lettres. Bref, voilà, le livre-objet en soi est hyper agréable à lire parce que la mise en page donne envie et fait plaisir. On a des pages toutes noires. Voilà, en fait, ça va avec l'ambiance du roman. C'est vraiment cette ambiance un petit peu horrifique qui retranscrit grâce aux illustrations et grâce au roman, à l'histoire qui est plutôt bien faite. On va assister à la découverte de Saomei qui va s'ouvrir sur les autres face à sa problématique puisque Saomei est plutôt solitaire.
elle ne se contente que de son art et elle va se faire aider et elle va se faire un ami qui va l'aider dans ses démarches. Et voilà, on va assister à toute une progression dans cette histoire jusqu'à aller jusqu'à de l'exorcisme. Voilà. Donc clairement, c'est un roman parfait pour Halloween. Et enfin on termine avec Genesis Alpha. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets, puisque c'est une couverture qui brille. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une réédition pour ce roman qui est paru déjà il y a de nombreuses années. On est dans un très court roman, je crois qu'il fait 220 pages. Et en un si court roman, aborder des questions comme celle-ci, chapeau. Parce que franchement, ce livre fait énormément réfléchir. On va y suivre Josh qui vient d'apprendre que son frère aîné, Max, vient de se faire arrêter pour le meurtre d'une jeune fille. Josh forcément n'y croit pas, mais ils ont une relation bien particulière entre frères, puisque Max, quand il avait 13 ans, était sur le point de mourir. Il était atteint d'un cancer et Josh est né pour sauver Max. C'est-à-dire que Josh a été fabriqué en puisant des gènes compatibles avec ceux de Max pour récupérer toutes les cellules souches de son cordon ombilical pour pouvoir sauver la vie de Max. Et ça a marché. Et en fait, derrière ce roman, il y a toute la thématique de se dire Max a tué quelqu'un. C'est le postulat de base. Si Josh n'était pas né et n'avait pas sauvé Max, la jeune fille en question ne serait pas morte. Max est par essence quelqu'un de mauvais. Est-ce que Josh, qui partage ses gènes, va lui aussi devenir mauvais? Voilà, il y a toute une thématique sur la génétique, sur l'origine du mal. Il y a aussi toute une thématique sur la culpabilité du survivant, puisque Josh va rencontrer la sœur de la jeune fille qui s'est fait tuer, et cette sœur est complètement traumatisée. Elle pète un câble, hein. Clairement elle pète un câble, et elle se dit sans cesse que ça aurait dû être elle, que ça aurait pas dû être sa sœur, que ça aurait dû être elle, et il y a cette culpabilité qui ressort. Bref, énormément de thématiques dans ce roman qui sont abordées et qui sont hyper bien abordées. Alors en 220 pages, c'est quand même extrêmement étonnant de réussir à montrer tout ça, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Alors, au final, il n'y a pas une réelle enquête pour savoir si Max est coupable ou pas coupable. C'est plutôt, voilà, tous ces questionnements dont je vous parlais. J'ai eu un peu de mal avec la sœur, parce que la sœur est quand même très très perchée, et je peux pas comprendre ce qu'elle a pu vivre, mais elle a des réactions des fois qui me dépassaient complètement. Josh est attendrissant. Josh, clairement, il m'a fait mal au cœur. On l'accusait de toutes parts et lui, il ne pouvait même pas se défendre parce que lui-même sentait cette culpabilité d'avoir sauvé son frère, qui son frère a tué une femme. Bref, il y a tout ce jeu de culpabilité. Bref, c'était un roman hyper intéressant qui fait se poser beaucoup de questions. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.